La plus grande prison de notre époque n'a pas de mur. Elle n'a ni barreaux, ni gardiens, ni serrure. Au contraire, elle est invisible. Et pourtant, elle est partout. On l'appelle liberté. Mais ce mot, que nous chérissons tant, cache peut-être le mensonge le plus raffiné de l'histoire humaine. Regardez autour de vous. Vous avez l'impression de choisir, de décider. Vous choisissez vos vêtements, vos repas, vos relations, vos loisirs. Mais avez-vous déjà ressenti, au fond de vous, que ces choix n'étaient pas entièrement les vôtres, comme si une main silencieuse avait déjà tracé le chemin et que vous ne faisiez que marcher dessus, convaincu d'être libre? Imaginez un instant une scène banale, un dîner entre amis. Vous riez, vous parlez, vous discutez de ce que vous aimez, de ce que vous croyez, mais derrière chaque opinion, chaque désir exprimé, il y a des forces invisibles, les médias que vous avez consommés, les normes sociales que vous avez intégrées, les règles implicites que vous suivez sans même les remarquer, et ce sourire de liberté que vous affichez est peut-être déjà programmé. Michel Foucault, l'un des penseurs les plus lucides du XXe siècle, a mis en lumière cette vérité dérangeante. Le pouvoir le plus dangereux n'est pas celui qui vous enferme, mais celui qui vous convainc que vous êtes libre alors que vous ne l'êtes pas. Un pouvoir diffus, omniprésent, qui ne se voit pas mais qui agit dans chaque recoin de votre vie, dans l'école, dans le travail, dans la médecine, dans la culture, dans votre propre corps. Et si je vous disais que cette illusion de liberté n'est pas une erreur, mais une stratégie soigneusement construite pour gouverner nos existences, un système où la contrainte n'est plus nécessaire, car nous devenons nous-mêmes les gardiens de notre cage invisible. Ce soir, nous allons plonger ensemble dans ce paradoxe glaçant. Comment le pouvoir moderne a transformé la liberté en un décor, et pourquoi votre vie n'est peut-être pas aussi libre que vous le croyez. Depuis des siècles, nous avons cru que le pouvoir se manifestait avant tout par la force. Des rois, des dictateurs, des armées, voilà l'image classique de l'autorité. Un pouvoir vertical, imposé par la peur, par la contrainte physique, par la violence ouverte. Mais selon Michel Foucault, cette vision n'est plus adaptée à comprendre le monde dans lequel nous vivons. Car le véritable pouvoir du monde moderne ne se montre pas. Il ne crie pas. Il ne frappe pas. Il ne menace pas directement. Il agit dans le silence, dans la répétition, dans la subtilité. Il ne cherche pas seulement à gouverner nos actions. Il façonne nos pensées, nos désirs, nos croyances les plus intimes. Foucault a révélé que le pouvoir moderne s'exerce moins à travers la répression qu'à travers la normalisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que l'on n'a plus besoin d'interdire brutalement, de censurer ouvertement, de punir visiblement. Il suffit d'orienter les comportements, de conditionner les esprits, de créer des normes qui paraissent naturelles. Et nous, sans même le remarquer, nous les suivons. Pensez à l'école, par exemple. On croit qu'elle se limite à transmettre des connaissances, mais en réalité, elle discipline les corps. Elle apprend à se lever, à se taire, à obéir aux horaires, à intérioriser la logique de la hiérarchie. Dès l'enfance, elle nous prépare à occuper une place dans le système. Pensez au travail. Il n'est pas seulement un moyen de produire, mais une immense machine de surveillance douce. Évaluation, objectif, contrôle, comparaison. Chacun intériorise l'idée que sa valeur dépend de sa productivité. La compétition n'est plus imposée de l'extérieur, elle devient une habitude que l'on cultive soi-même, jour après jour. Même la médecine, selon Foucault, n'échappe pas à cette logique. Soigner les corps, c'est aussi les classer, les mesurer, les contrôler. C'est définir ce qui est normal et ce qui est anormal. Et à travers cette frontière, on impose des règles invisibles de comportement. Voilà le paradoxe terrifiant. Nous croyons que nous avançons vers plus de liberté, mais en réalité, nous entrons dans un monde où le pouvoir est partout, parce qu'il ne se concentre plus dans les mains d'un seul, mais se diffuse dans chaque relation, chaque institution, chaque discours. Le pouvoir moderne ne se contente pas de nous dire quoi faire. Il définit ce que nous sommes censés être. Il façonne les identités, il crée des catégories, il impose des façons de vivre. Et le plus inquiétant, nous finissons par y croire. Nous finissons par défendre ces normes comme si elles venaient de nous, alors qu'elles nous ont été injectées. Ce diagnostic de Foucault nous place face à une vérité inconfortable. Le problème du pouvoir, aujourd'hui, n'est pas qu'il nous prive de liberté par la force, mais qu'il fabrique l'illusion parfaite de cette liberté.
une illusion si convaincante que nous la chérissons, que nous la défendons, que nous refusons même d'admettre qu'elle n'est pas réelle. Voilà pourquoi il est si difficile de s'en libérer. Car comment fuir une prison que l'on ne voit pas? Comment se révolter contre un maître qui nous fait croire qu'il n'existe pas? Si le pouvoir moderne est invisible, comment savoir qu'il agit en nous? Il ne se manifeste pas toujours par une interdiction ou une menace, mais par des sensations intérieures, des comportements automatiques, des pensées qui semblent nous appartenir, alors qu'elles ont été façonnées de l'extérieur. Avez-vous déjà ressenti cette pression sourde de devoir être productif, même lorsque votre corps réclame du repos? Cette culpabilité de ne rien faire, comme si chaque instant devait être rempli, utile, rentable? Voilà l'un des symptômes les plus clairs. L'idée que votre valeur dépend de votre efficacité n'est pas innée. Elle vous a été inculquée par un système qui a besoin de vous voir courir sans relâche, persuadé que vous le faites par choix. Un autre symptôme se cache dans vos interactions quotidiennes. Combien de fois avez-vous suivi une tendance sur les réseaux sociaux, non pas parce qu'elle vous parlait, mais parce que tout le monde la faisait? Combien de fois avez-vous choisi une opinion, un style de vie, une manière de parler, simplement parce que c'était la norme? Et lorsque vous vous en écartez, ne sentez-vous pas aussitôt un malaise, une peur d'être jugé, rejeté, marginalisé? C'est la marque du pouvoir qui agit par normalisation. Il nous dresse à rester dans les limites, à nous conformer, à préférer l'illusion du confort à la vérité de notre singularité. Il existe aussi un symptôme plus intime, plus insidieux encore, la sensation de choisir alors que le choix était déjà écrit. Vous pensez acheter un produit parce que vous le désirez, mais en réalité, ce désir a été cultivé par des milliers d'images, de messages, de publicités que vous avez absorbées sans même vous en rendre compte. Vous pensez scroller librement dans votre fil d'actualité. Mais chaque mouvement de votre doigt a été anticipé, chaque émotion calculée, chaque seconde optimisée pour vous maintenir captif. La liberté devient alors un théâtre. Vous jouez votre rôle, mais le script a été rédigé bien avant que vous n'entriez en scène. Et pourtant, ces symptômes ne sont pas toujours vécus comme des souffrances. Souvent, ils se déguisent en plaisir, l'excitation de suivre la mode, la satisfaction d'atteindre un objectif, la sécurité d'être comme les autres. Voilà le piège le plus redoutable. Le pouvoir moderne n'a pas besoin de réprimer, car il sait séduire. Il sait nous rendre complices de notre propre servitude. Alors, la question se pose. Est-ce vraiment vous qui décidez? Ou êtes-vous seulement le reflet d'une société qui a fait de vous ce qu'elle voulait que vous soyez? Et vous, avez-vous déjà senti que vos choix n'étaient pas vraiment les vôtres? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vos mots peuvent aider d'autres à ouvrir les yeux. Jusqu'ici, nous avons vu les symptômes intimes de ce pouvoir invisible. Mais pour comprendre son ampleur, il faut élargir notre regard. Car ce que Michel Foucault nous révèle, c'est que le pouvoir moderne n'est pas une simple relation entre un maître et un esclave, entre un gouvernement et son peuple. Il est un système, une toile invisible qui enveloppe la société tout entière. Le mot clé que Foucault utilise est biopolitique. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'idée que le pouvoir ne s'intéresse plus seulement à régner sur les territoires ou sur les richesses matérielles. Il s'intéresse à la vie elle-même. À nos corps, à nos comportements, à nos désirs, à notre santé, à notre sexualité, à nos pensées. Ce n'est plus un pouvoir qui commande de l'extérieur, mais un pouvoir qui gère l'intérieur. Prenons l'exemple des institutions. À l'école, nous avons déjà vu comment on apprend aux enfants non seulement à lire et à écrire, mais aussi à se conformer aux rythmes, aux règles, aux hiérarchies. À l'hôpital, on soigne, mais on classe aussi normal, anormal, sain, malade, productif, improductif. Au travail, on valorise la performance, on mesure chaque geste, on convertit chaque heure en chiffres. Dans les médias, on diffuse des modèles de vie à suivre, des comportements à adopter, des désirs à consommer. Tout cela forme un immense filet, invisible, mais terriblement efficace. Et ce filet ne repose pas sur la violence brute. Il repose sur une logique beaucoup plus subtile, la normalisation. On ne vous dit pas explicitement quoi penser. On vous montre sans cesse ce que tout le monde pense. On ne vous interdit pas de choisir. On crée une atmosphère où un seul choix paraît raisonnable, désirable, acceptable. Ainsi, ce n'est pas la loi qui vous arrête, c'est vous-même qui vous ajustez.
Foucault explique que le pouvoir moderne n'est pas un trône occupé par un roi, mais un réseau qui circule dans chaque relation humaine. Il est présent dans les discours des enseignants, dans les consignes des médecins, dans les slogans publicitaires, dans les normes sociales, et plus encore, il est présent en nous, parce qu'à force de l'intérioriser, nous devenons les relais du système. Nous surveillons les autres, nous nous surveillons nous-mêmes, nous entretenons la cage invisible, sans même nous en rendre compte. Regardez les réseaux sociaux, personne ne vous oblige à publier, à scroller, à liker. Mais tout est conçu pour que vous le fassiez. Vous êtes libre de fermer l'application, mais combien de fois le faites-vous vraiment ? Vous êtes libre de penser par vous-même, mais combien de vos pensées sont déjà préformées par des flux d'informations que vous ne contrôlez pas ? Voilà la mécanique parfaite du pouvoir moderne. Il ne vous contraint pas, il vous conditionne. Et plus nous croyons être libres, plus nous sommes vulnérables, parce qu'une cage que l'on voit peut être brisée. Mais une cage invisible devient une maison que l'on décore, un espace que l'on appelle liberté. C'est là que se trouve la force terrifiante de ce système. Foucault ne nous dit pas cela pour nous plonger dans le désespoir, il nous le dit pour nous réveiller. Car comprendre cette logique est déjà un premier acte de résistance. Voir les fils qui nous entourent, c'est commencer à les défaire. Face à ce diagnostic, une question s'impose. Si notre liberté est une illusion soigneusement construite, comment retrouver un espace véritable d'autonomie ? Comment résister à un pouvoir qui ne frappe pas, mais qui façonne nos pensées, nos habitudes, nos désirs les plus profonds ? Foucault nous offre une réponse subtile. La résistance n'est pas une révolution grandiose, ni un combat frontal contre une autorité unique, car le pouvoir est partout, diffus, mouvant. La résistance doit donc être quotidienne, lucide, intérieure. Elle commence par un geste simple, voir, car ce que l'on voit clairement, on ne peut plus subir passivement. Le premier exercice est celui de la lucidité. Cela signifie observer nos choix et interroger leur origine. Pourquoi ai-je acheté cela ? Est-ce mon désir ou un désir fabriqué ? Pourquoi ai-je peur de m'écarter de la norme ? Est-ce une peur légitime ou le reflet d'une cage invisible que j'ai intégrée ? Tenir un journal, écrire ses pensées, noter ses décisions, voilà une arme discrète mais redoutable contre l'illusion. C'est une façon de reprendre conscience de ce qui est à moi et de ce qui m'a été imposé. Le deuxième pas est la reconstruction des limites. Dans un monde où tout nous pousse à nous exposer, à nous comparer, à nous dissoudre dans le bruit collectif, poser des limites devient un acte révolutionnaire. Dire non à une exigence injuste, refuser de scroller mécaniquement, décider de préserver des moments de silence et de solitude. Ces gestes paraissent insignifiants, mais ils sont de véritables fractures dans le réseau invisible du pouvoir. Enfin, il y a la confiance en soi. Un pouvoir qui agit par normalisation se nourrit de notre doute intérieur. Il prospère sur nos insécurités, sur notre besoin d'approbation. Résister, c'est donc aussi se rappeler que ma valeur ne dépend pas des chiffres, des likes, des comparaisons, mais de la profondeur de mon être. Rebâtir cette confiance, c'est retirer au système son arme la plus efficace. Bien sûr, cela ne signifie pas que l'on peut vivre totalement en dehors du pouvoir. Foucault nous rappelle que le pouvoir circule partout. Nous ne pouvons pas l'éliminer, mais nous pouvons l'affaiblir, l'exposer, le déjouer. Et chaque petit acte de lucidité est déjà une victoire. Imaginez, si chacun de nous reprenait un fragment de son autonomie, si chacun retrouvait un espace de décision réel, le système invisible perdrait une partie de sa force. Ce n'est pas une révolution spectaculaire, mais une révolution intime qui commence à l'intérieur de chacun de nous. Si ce chemin de libération résonne en vous, laissez un like maintenant. C'est un petit geste, mais il nous aide à continuer ce travail de lucidité ensemble. Il y a un danger plus grand encore que la cage invisible, c'est de s'y habituer. Car lorsque nous nous résignons à cette illusion de liberté, nous ne vivons plus vraiment. Nous jouons un rôle, nous répétons un scénario, mais nous avons perdu l'essentiel, la maîtrise de notre propre histoire. Que se passe-t-il si l'on ne fait rien ? On continue à scroller, à consommer, à obéir aux normes, persuadés que ce sont nos choix. Peu à peu, la voix intérieure s'éteint. On ne sait plus distinguer nos vrais désirs des désirs fabriqués. Et ce qui est encore plus tragique, on cesse même de vouloir savoir. Le prix de l'inaction, c'est la perte de soi. Un être humain qui ne questionne plus ses chaînes invisibles devient un rouage docile, interchangeable, sans singularité. Il vit, certes,
Il produit, il consomme, il rit parfois, mais il n'existe pas pleinement, car il a confié à d'autres le droit d'écrire son destin. Un autre prix est l'isolement déguisé. À force de suivre les normes, on croit être intégré, accepté, comme tout le monde. Mais cette intégration est fragile, superficielle. Derrière le masque social, il y a souvent la solitude de celui qui ne s'appartient plus, qui ne sait plus dire non, qui se perd dans un conformisme vide. Enfin, il y a la dépendance affective et existentielle. Lorsqu'on croit que notre valeur dépend des regards extérieurs, des chiffres, des approbations, nous devenons prisonniers d'un chantage permanent. On vit dans l'attente d'une validation, et chaque refus, chaque critique, chaque silence devient une blessure. C'est là que le pouvoir est le plus efficace, quand il transforme notre besoin d'aimer et d'être aimé en une arme contre nous-mêmes. Ne pas agir, c'est accepter une vie de façade. C'est se contenter d'un rôle secondaire dans un théâtre où l'on aurait dû être auteur. C'est laisser l'autre, le système, la norme, l'opinion, écrire notre histoire à notre place. Et au fond, n'est-ce pas la plus grande tragédie ? Non pas de mourir enchaîné, mais de vivre sans jamais voir les chaînes. Il est facile de croire que la résistance doit venir de l'extérieur, d'un soulèvement collectif, d'une révolution politique, d'un changement de système. Mais Foucault nous rappelle une vérité dérangeante. Le pouvoir est partout, diffus, inscrit jusque dans nos gestes les plus simples. Alors la première révolution n'est pas sociale, elle est intérieure. La véritable liberté ne commence pas lorsque les chaînes tombent. Elle commence lorsque nous voyons les chaînes. Tant que nous refusons de les regarder, nous restons dans l'illusion. Mais dès que nous ouvrons les yeux, dès que nous acceptons de voir ce qui nous conditionne, quelque chose change irréversiblement. Le premier pas vers cette libération est un acte de lucidité. Dire à soi-même, sans détour, « Je ne suis pas aussi libre que je le croyais ». Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Car admettre cela, c'est briser le sortilège de l'illusion. C'est redevenir capable de choisir en conscience. Le deuxième pas est un geste de réappropriation, reprendre possession de son temps, de son attention, de ses désirs. Cela peut paraître insignifiant. Poser le téléphone, refuser une injonction sociale, prendre une heure pour soi en silence, mais ce sont des actes de résistance authentique. À chaque fois que vous refusez de céder à une programmation invisible, vous regagnez un fragment de liberté. Et enfin, il y a un pas plus profond, la confiance en soi comme acte politique. Car un être humain lucide, qui croit en sa valeur indépendamment du système, devient imprenable. On peut l'influencer, mais on ne peut plus la servir. On peut l'entourer de bruit, mais on ne peut plus éteindre sa voix intérieure. N'attendez pas que quelqu'un vous délivre. N'attendez pas qu'un pouvoir extérieur vous rende votre autonomie. La vraie révolution commence par un regard neuf, porté sur vous-même. Chaque fois que vous osez être conscient, vous affaiblissez l'illusion. Le premier pas vers la liberté n'est pas contre le pouvoir, il est pour vous. C'est pour cela que ce chemin est d'abord personnel, mais il n'est pas solitaire. Chaque acte individuel de lucidité nourrit la conscience collective, et peu à peu, une société de spectateurs peut redevenir une société d'êtres libres. La vérité est dure à entendre. Notre liberté, telle que nous la vivons, est souvent une illusion. Mais cette vérité n'est pas une condamnation. Au contraire, elle peut devenir une délivrance. Car voir l'illusion, c'est déjà commencer à la dissoudre. Imaginez une pièce sombre, où vous avez vécu toute votre vie. On vous a dit que cette obscurité était la norme, qu'il n'y avait rien au-delà. Et puis, un jour, vous allumez une simple bougie. La pièce ne devient pas soudainement claire, les ombres ne disparaissent pas, mais elles perdent leur pouvoir. Elles cessent de vous intimider parce que vous les voyez enfin. La lucidité fonctionne ainsi. Elle n'efface pas instantanément les chaînes invisibles, mais elle les expose. Et ce que l'on expose, on peut choisir de ne plus nourrir. Peu à peu, une fissure s'ouvre dans la cage, et par cette fissure, une lumière passe. Un oiseau en cage peut chanter, il peut même croire qu'il est heureux, mais il ne connaîtra jamais le ciel tant qu'il ne voit pas les barreaux. Voir les barreaux, c'est douloureux. Mais c'est aussi la seule façon de retrouver un jour l'espace infini. Votre liberté commence ici, dans ce moment précis, non pas en dehors de vous, mais en vous, dans votre capacité à observer, à questionner, à dire « ce n'est pas moi, c'est ce qu'on a mis en moi ». Chaque fois que vous osez ce geste, vous retirez au pouvoir invisible une parcelle de son emprise. Et si cette parole a résonné en vous, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes de plus en plus nombreux à ouvrir les yeux,
à chercher la vérité derrière les apparences, à refuser de vivre comme des spectateurs endormis. Si cette vérité a touché votre cœur, abonnez-vous dès maintenant pour continuer ce chemin de lucidité. Et si vous souhaitez soutenir cette voie, cliquez sur Super Thanks. C'est un petit geste, mais il nous permet d'aller plus loin ensemble.